Belphégor par Arthur Burned. Quatrième partie, les deux polices. Chapitre 5, Belphégor. Deuil, dans un cabinet de toilette d'une élégance un peu tapageuse, et qui n'était autre que celui de la baronne Papillon, la femme que nous avons vue précédemment descendre d'avion était assise devant une coiffeuse. Debout près d'elle, son compagnon, qui avait conservé son costume d'aviateur, concentrait son regard dans la glace du petit meuble qui lui renvoyait l'image de Madame Mauroy. Celle-ci, après s'être débarrassée de son casque, se contempla un instant dans la glace. Un étrange sourire erra sur ses lèvres. Ses yeux brillaient d'un éclat de fièvre. On eût dit déjà une autre femme. Lentement, elle commença à enlever le maquillage habile qui mettait une légère patte d'oie au coin de ses paupières, accentuait le pli de sa bouche et donnait à son teint une pâleur de fatigue et de souffrance. Ce travail délicat terminé, elle enleva sa perruque blonde et se tournant vers Maurice de Thouars, qui tout en épiant chacun de ses gestes la dévorait des yeux, elle s'écria, tout en lissant ses cheveux courts et bruns, d'une voix mordante et sarcastique. « La comédie est terminée. J'en avais assez de faire la morte. » Simone Desroches venait de ressusciter. « Vous avez été extraordinaire, déclara M. de Thouars. »« Dites, mon cher, que j'ai eu du génie, » affirma orgueilleusement Simone. En effet, reconnaissez le gentilhomme dévoyé. Rien que d'avoir eu l'idée d'une pareille affaire mérite une admiration sans bornes. Mais avoir joué jusqu'au bout, et sans la moindre défaillance, ce rôle de Belphégor que vous aviez assumé est une chose prodigieuse. À chaque instant je tremblais que vous ne fussiez découverte, et je dois vous avouer que Chantecoq m'a fait passer plus d'un frisson dans le dos. Simone eut un haussement d'épaules dédaigneux, puis elle reprit. L'essentiel est que tout ait bien marché. Je reconnais d'ailleurs que j'ai été fort bien secondée, d'abord par la chance, qui m'a permis de découvrir les précieux mémoires de Ruggieri, au fond d'un tiroir du bahut que j'avais acheté à cet imbécile de Papillon, puis par Elsa Bergen, qui a eu l'idée de me faire déguiser en fantôme, par Leuchner, qui a fabriqué les fausses lettres signées Belphégor, et a fait exécuter dans le plus grand mystère ce merveilleux mannequin de cire, grâce auquel j'ai pu si bien détourner de moi les soupçons de tous, par ce petit Jacques Teddy, qui s'est merveilleusement débrouillé, et enfin par vous aussi, mon cher comte, qui m'avez utilement aidé à donner le change aux gens de notre entourage. Croyez que je suis heureux que vous daigniez apprécier mon dévouement. Simone reprenait. L'essentiel est d'avoir réussi. Il était temps. Maintenant, je puis tout vous dire. Oh oui, parlez, invitait M. de Thouars, car je ne sais que ce que vous avez bien voulu me révéler, c'est-à-dire très peu de choses, et je me suis contentée de vous obéir aveuglément. Simone Desroches reprit. Vous allez tout apprendre. Ma fortune était entamée à un tel point qu'il ne me restait plus que quelques centaines de mille francs, à peine de quoi vivre une année. Je ne pouvais guère espérer tirer de gros profits de mon talent de poétesse. Faire un mariage riche m'eût été possible, mais mon caractère indépendant se révoltait à la perspective d'être à la merci d'un homme qui, probablement, m'eût acheté comme on offre un bibelot de prix ou un jouet de luxe, et avec lequel j'eusse été aussi malheureuse que lui avec moi. Me lancer dans la galanterie ? Pouah, les conséquences d'une aussi hideuse perspective me donnaient la nausée. Oh non, pas par vertu, car il y a beau temps que je me suis débarrassée de tout principe. C'était une question purement physique, voilà tout. Ah, croyez-moi, mon cher, avant d'avoir découvert le manuscrit de Ruggieri, j'ai passé des heures bien sombres. Mais dès que j'ai lu les mémoires du fameux astrologue de la reine Catherine, j'ai considéré l'avenir sous un aspect d'un peu plus agréable, et je me suis dit, après tout, pourquoi ne prendrais-je pas au sérieux les révélations contenues dans ce grimoire ? Je n'ignorais pas que sous le Ruggieri de la légende, c'est-à-dire sous l'empoisonneur, l'envoûteur, le jeteur de sorts et de maléfices, se cachait un savant d'une rare envergure. Confident de la reine sur laquelle il exerçait un énorme ascendant, il n'y avait rien d'invraisemblable que celui-ci lui eût demandé de cacher le trésor des Valois dans une des salles du Louvre, dont l'émeute allait la contraindre de s'éloigner, mais où elle comptait bien rentrer promptement en maîtresse absolue. Et puis, le ton de ses mémoires était tellement sincère que j'eus l'impression immédiate qu'il disait la vérité. Le tout était de savoir si le trésor se trouvait toujours dans sa cachette. Avant de courir le risque d'une expédition aussi aventureuse, je tenais à m'entourer de toutes les garanties du succès.
Du côté de Ruggieri, j'étais tranquille. En effet, à la fin de son grimoire, il expliquait clairement qu'après la mort de Catherine et l'assassinat de Henri III, plutôt que de faire bénéficier Henri IV, qu'il haïssait, des richesses dont il était désormais seul à connaître l'existence, et ne voulant pas s'emparer d'un bien qui avait été celui de sa bienfaitrice, il préféra qu'il restât enfoui pendant des siècles sous la dalle qui le recouvrait. Or, Catherine de Médicis, qui, ainsi que Henri III, avait dû s'enfuir précipitamment de Paris après la journée des barricades, n'avait jamais pu pénétrer dans la capitale. Enfin, après avoir lu attentivement tous les livres et mémoires relatifs à l'histoire de ce temps, je constatai que nul parlait du trésor des Valois, ce qu'ils n'eussent point manqué de faire s'il avait été découvert par la suite. J'en conclus que le trésor n'avait pas dû bouger de place. Il restait donc à m'assurer que la salle dont il était question existait encore. Je n'eus pas de peine à le retrouver. Elle était devenue la salle des dieux barbares, et grâce aux détails contenus dans l'écrit de Ruggieri et au plan très complet qu'il avait adjoint, je ne tardai pas à me rendre compte que l'entrée de la cachette se trouvait exactement sous le piédestal de la statue d'un dieu nommé Belphégor. C'était un sérieux obstacle que l'on ne pouvait déplacer que la nuit. Mais si le souterrain si nettement décrit par Ruggieri existait encore, rien ne m'était plus facile que de m'introduire au Louvre, pendant la nuit, et entre deux rondes de gardiens, de faire le nécessaire. Elsa Bergen me proposa d'envoyer Leuschner en reconnaissance. Mais pour des raisons que vous devinez, je préférai agir moi-même. Maurice de Thouars ponctua. Vous aviez peur que le bossu ne voulût profiter seul de l'aubaine. Évidemment, il avait beau être le frère d'Elsa, je n'avais qu'à moitié confiance en lui. Ce fut alors que mademoiselle Bergen me suggéra l'idée du fantôme. Je l'acceptai d'enthousiasme, et le lendemain soir, emportant dans un paquet la défroque qu'Elsa avait confectionnée pour moi, je me laissai enfermer dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Je vous assure que bien que décidé à tout, lorsque je me sentis seule dans ce sanctuaire, je sentis mon cœur battre un peu plus fort que de coutume. Mais faisant appel à toute mon énergie, à toute ma volonté, je m'habillai en fantôme, et tout en m'éclairant à l'aide d'une lampe de poche, et en me guidant sur le plan que j'avais détaché du manuscrit, je me dirigeai ainsi qu'il l'indiquait vers la dalle qui se trouvait derrière le maître-autel, et était marquée d'une fleur de lys. Toujours d'après les indications de Ruggieri, j'appuyai fortement le doigt sur cet emblème, d'ailleurs aux trois quarts effacé. Rien ne bougea. J'appuyai avec plus d'insistance. Il me sembla que la dalle remuait légèrement. J'appuyai de toutes mes forces. Elle bascula légèrement, puis demeura immobile, perpendiculaire au sol. Je la poussai afin de dégager l'excavation que j'entrevoyais déjà. J'y parvins, non sans peine, et je m'engageai dans un escalier en spirale qui aboutissait au souterrain. Après avoir repéré une sorte de crypte qui devait ensuite me rendre un grand service, j'arrivai à un second escalier que je gravis, et je me trouvai devant un mur. Je consultai de nouveau le plan de Ruggieri, et je parvins à découvrir le mécanisme de l'entrée secrète qui devait me donner l'accès au Louvre, mais il était tellement rouillé que je dus renoncer à le faire fonctionner. Je recourus alors aux bons offices de Leuschner, qui revint avec moi le lendemain. Ce diable de bossu est vraiment d'une adresse surprenante. En effet, en moins d'une heure, il parvint à ouvrir la porte dissimulée dans la muraille. Nous nous trouvâmes alors sur le palier central de l'escalier de la victoire de Samothrace. Alors, seul, sous mon suaire de fantôme, je gagnai la salle des dieux barbares. J'étais en train d'examiner la statue de Belphégor, lorsqu'un gardien apparut. Je m'enfuis précipitamment, non sans avoir essuyé le feu de son revolver. J'ai même senti une des balles siffler tout près de ma tête. Et cependant, le lendemain, vous avez recommencé. Il fallait bien. D'ailleurs, j'étais assez tranquille. Jack Teddy avait appris que, la nuit suivante, le gardien en chef du musée avait obtenu de ses supérieurs l'autorisation de monter la garde seul, dans la salle des dieux barbares. Cela ne nous arrêta pas. Je me munis d'un casse-tête. Et Simone scanda avec un accent diabolique. Vous avez vu que je n'ai pas hésité à en faire usage. Puis elle continua comme si elle se délectait au souvenir de ses formidables et terribles exploits. Une fois débarrassée de ce témoin gênant,
J'appelai Leuchner et l'homme à la salopette qui m'attendait dans une salle voisine. Tous deux se mirent à pousser la statue, afin de découvrir l'entrée de la cachette. Mais ce maudit Belphégor, qui n'était pas vissé à son socle, dégringola sur les dalles, ce qui produisit un bruit considérable. Craignant que cela n'eût éveillé l'attention des gardiens ou des policiers qui pouvaient se trouver dans les environs, nous nous empressâmes de déguerpir. « Et après cela ?» s'écriait Maurice de Thouars. « Vous avez eu l'audace de revenir encore ?»« Parfaitement. Mais cette fois, nous faillîmes tomber sur ce qu'on appelle vulgairement un bec de gaz. En pénétrant seul dans la salle des dieux barbares, où, avant d'agir avec mes 2 hommes, il était indispensable que je fisse une reconnaissance, qu'est-ce que j'aperçois en train d'examiner ce pauvre Belphégor qui, étendu sur les dalles, faisait une hideuse grimace? Jacques Bellegarde. Je m'approchai de lui, à pas de loup, bien décidé à lui faire subir le sort du gardien Sabara. Vous dites ? Laissez-moi continuer. Captivé par ses recherches, il ne m'avait ni vu ni entendu, et je pensais « Toi, ton affaire est bonne. » Mais à peine avais-je levé le bras pour lui asséner un coup de matraque qu'une main se posait sur mon poignet. C'était celle d'un vieux monsieur. J'ai su depuis que c'était Chantecoq, qui, sorti de je ne sais où, intervenait de si fâcheuse manière. D'un mouvement brusque, je me dégageai et je m'enfuis. J'escaladai 4 l'escalier de la Victoire de Samothrace, poursuivi par Bellegarde à coups de revolver qui ne m'atteignirent pas. C'est à croire que je suis invulnérable. Arrivé sur le palier au moment où il allait m'atteindre, je lui assénai un coup de matraque sur la nuque. Bien qu'il ait porté à faux, Bellegarde tomba, et j'allais me précipiter vers la porte secrète derrière laquelle Leuchner et l'homme à la salopette m'attendaient, lorsqu'en haut de l'escalier, des lumières scintillèrent. C'était une ronde de policiers. Tandis qu'en bas, une voix, celle de Chantecoq, clamait « Barrez-lui la route, nous le tenons !» D'un bond, je m'élançai vers la porte secrète, que le bossu referma derrière moi. Il était temps. J'avoue que, ce soir-là, j'ai bien cru que la partie était perdue. Vous avez cependant récidivé. Car je me suis tenu le raisonnement suivant. Devant tant d'insistance, la police, persuadée que le fantôme du Louvre reviendra certainement dans la salle des dieux barbares, va y établir une souricière. Ce qui s'est produit. En effet, mais l'inspecteur Manardier, chargé d'arrêter Belphégor, avait compté sans les ressources de mon imagination. C'est vous qui avez eu l'idée des gaz somnifères ? Oui, c'est Leuchner qui s'est chargé de les fabriquer. Cette fois, tout s'est admirablement passé. Et maintenant, mon cher, vous en savez aussi long que moi. Tout aussi tranquille que si elle se fût trouvée dans son boudoir, elle prit dans un étui en or qui se trouvait sur la coiffeuse une cigarette orientale qu'elle alluma et dont elle lança au plafond les premières bouffées. Maurice de Thouars demeura un instant silencieux. Hypnotisé par cette femme extraordinaire qui incarnait vraiment le génie du mal, de plus en plus dominé par sa beauté et plus encore par son charme infernal, il la contempla d'un œil ardent de convoitise. Tout à coup, Simone éclata de rire. « Voyez-vous, fit-elle, qu'ils prennent au papillon l'idée de se rendre ici ?» Le bellâtre esquissa un geste d'inquiétude. Toujours en ricanant, Simone Desroches reprenait. « Soyez tranquille. Leuchner m'a donné à ce sujet tous les apaisements nécessaires. D'ailleurs, s'il plaisait à ce délicieux ménage de nous jouer ce mauvais tour, il ne serait pas long à faire connaissance avec les oubliettes que ce crétin de papillon a fait reconstituer. De cette façon, elle servirait à quelque chose. » Fixant à son tour Maurice de Thouars, dont la passion qu'elle lui inspirait se révélait sur ses traits, elle ajouta cette fois sur un ton de coquetterie féminine. « Et vous, c'est tout ce que vous trouvez à me dire ? Peut-être ai-je eu tort de vous raconter toutes ces choses, et maintenant, vous n'osez plus parler d'amour à celle qui n'a pas craint de se faire l'égale des plus grands criminels des temps passés et modernes. »« Simone, protestait le comte Maurice, tout frémissant, je vous jure au contraire que je ne vous ai jamais autant adoré, et que rien désormais ne pourra me séparer de vous. Même si je vous ordonnais de disparaître de ma vie ?» Monsieur de Thouars blêmit. Puis d'une voix rauque, où il y avait à la fois tous les désespoirs et toutes les prières, il s'écria « Non, non, ne me demandez pas cela, ne m'imposez pas une aussi terrible épreuve. J'ai déjà trop souffert, je ne supporterai pas un tel surcroît de douleur. »
et tandis qu'une flamme de menace illuminait son regard, il martela en serrant les poings. Et qui sait alors ce qui arriverait? Simone se releva et marcha droit sur lui. Puis l'entourant de ses bras, elle fit avec un accent qui révélait enfin le secret qu'elle avait été aussi forte pour garder en elle. Imbécile, c'est toi que j'ai toujours aimé. Bouleversé, M. de Thouars allait lui crier sa joie à son ivresse. Mais Simone lui mit la main sur la bouche en lui ordonnant. « Je sais ce que tu vas me dire, Bellegarde, n'est-ce pas? Eh bien, je vais tout te raconter. J'ai été, je l'avoue, attirée vers ce journaliste, et j'avais même eu l'espoir que je pourrais trouver en lui un auxiliaire, ou plus précisément un complice. Mais j'ai tout de suite compris que je faisais fausse route. D'abord, c'était un honnête homme, et puis il n'avait eu pour moi qu'un caprice, vite dissipé. J'en fus, je ne le cache pas, tellement mortifiée dans mon honneur de femme que je me mis à le haïr férocement. Ce fut alors que j'eus l'idée de lui mettre sur le dos les exploits de Belphégor. Mais avant tout, pour atteindre mon but, il était indispensable qu'il me crût toujours passionnément attaché à lui. Voilà pourquoi je lui jouai la comédie que vous savez, et qui m'a tant fait souffrir. Ne vous en plaignez pas, puisque votre chagrin m'a permis de me rendre compte que vous m'aimiez ainsi que j'entends l'être. Oui, aveuglément, passionnément, affirmait le beau Maurice. Et sur un ton de tendre reproche, il ajouta « Ah, si j'avais su, si j'avais pu deviner !» Les amoureux sont trop imprudents pour qu'on leur fasse d'entières confidences. Je jouais une telle partie qu'une phrase, un mot, un rien pouvait la compromettre. Bien qu'il m'en coûtait de vous torturer, je ne voulais pas risquer de perdre la victoire. Mais à présent que le trésor des Valois est à nous, je vais pouvoir enfin réaliser un rêve dont j'avais fait ma devise, vivre ma vie, c'est-à-dire partir loin, très loin, voyager sans cesse à travers des pays nouveaux, inconnus, sous les cieux les plus divers, en pleine nature, parmi des paysages de songe, des décors formidables, et cela avec l'homme que j'ai choisi librement, entre tous, avec celui que j'aime, avec toi, toi. Un long baiser scella ce pacte que contresignaient le crime, la lâcheté, l'infamie, toutes les hontes. On frappait à la porte. Les deux amants se séparèrent. Simone, d'un ton irrité, proféra « Entrez !» La silhouette du bossu apparut. À sa vue, mademoiselle Desroches eut un geste d'impatience. Avec un sourire hypocrite, Lechner disait « Excusez-moi de vous déranger, mais le temps presse. » Simone et Maurice de Thouars l'interrogèrent du regard. Le bossu reprit « Vous oubliez que nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de Chantecoq, et tant qu'il sera vivant, nous pourrons toujours redouter qu'il découvre notre piste. »« C'est juste, » ponctua le bellâtre. Mais Simone s'écriait d'un air mystérieux et menaçant. « Belphégor n'a pas dit son dernier mot, et M. Chantecoq fera bien de ne pas se mettre en travers de notre route, car je lui ménage une surprise à laquelle il ne s'attend pas. » M. de Thouars et Lechner échangèrent un regard de surprise. Alors, d'une voix stridente, mademoiselle Desroches leur lança. « Puisque vous n'avez pas été assez adroit pour le supprimer, ou tout au moins pour l'empêcher de nous nuire, moi j'ai fait le nécessaire. Dans quelques heures, la fille de notre ennemi sera entre nos mains. Nous verrons bien alors si M. Chantecoq ne fait pas camarade. » Le bossu allait parler, mais d'un signe d'impatience, elle lui imposa silence. Puis elle fit sur un ton d'autorité souveraine. « Allons nous reposer. Au point du jour, nous commencerons la fonte de l'or. » M. de Thouars fit un pas vers elle. « À demain, lui dit-elle. » Et s'approchant de lui, elle lui dit tout bas. « À toujours. » Et soulevant une portière, elle disparut dans une pièce voisine. « Quelle femme !» grommela le bossu. « Mais malgré tout, je ne serai tout à fait tranquille que lorsque j'aurai ma part du magot. » Belphégor par Arthur Burned. 4e partie, Les deux polices. Chapitre 6. Les nuits et les ennuis du baron Papillon. À l'heure où s'accomplissaient les événements que nous venons de décrire, le baron Papillon était en train de se demander tout simplement s'il n'allait pas demander le divorce. En effet, une scène terrible avait mis aux prises les deux époux, entre lesquels avait jusqu'alors régné cette harmonie de bon ton qui sert à masquer une indifférence aussi mutuelle qu'absolue. En rentrant chez lui vers 7 heures du soir, le collectionneur avait trouvé la baronne dans le grand vestibule, au milieu d'un amoncellement de malles et de bagages qui eût suffi à remplir un wagon de marchandises. Braillant, gesticulant, elle donnait des ordres, tous plus contradictoires et plus ahurissants à ses domestiques, qui, littéralement affolés, ne savaient plus où donner de la tête.
Ah, ça, que signifie » interrogea le baron, qui se demandait si sa femme n'avait pas achevé de perdre le peu de raison qui lui restait. Dressée sur ses ergots, telle une poule en colère, madame répliquait. Belphégor me cause de telles frayeurs que j'ai décidé que nous partirons pour le Japon. Pour le Japon répétait le baron ahuri. La baronne reprenait. Il faut que je fasse mes préparatifs. Songe donc, un voyage de plusieurs mois. Et désignant la véritable montagne qui se dressait autour d'elle, elle ajouta. Et encore, je n'emporte que le nécessaire. Ma chère amie, déclarait Papillon effrayé de l'orage qu'il n'allait pas manquer de faire éclater, j'aurais 2 mots à te dire. Eh bien, parle. Pas ici. Passons, si tu veux bien, dans mon cabinet de travail. Pourquoi ? Parce qu'il est inutile de mettre le personnel au courant. Et tout en prenant sa femme par le bras, doucement, très doucement, il lui dit « Viens, mon chou, viens !» Et il l'entraîna dans son bureau. Littéralement empoisonné, le baron ne savait comment entamer un entretien qu'il pressentait mouvementé, et dont il n'osait prévoir les conséquences. Déjà très nerveuse, et tout en roulant des yeux en boule de loto, Eudoxie le pressait. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Il n'y a plus de domestique. Nous voilà en tête-à-tête, ainsi que tu le désirais. Pourquoi ces hésitations, ces réticences ? Aurais-tu quelque mauvaise nouvelle à m'annoncer ? Pas du tout. Alors ?» Papillon tergiversait toujours. Se montant de plus en plus, Eudoxie sévèrement articulait. « Hippolyte, tu me caches quelque chose ?» Et tout à coup elle s'écria. Oh, « Je devine tout, tu as une maîtresse. »« Moi ?»« Oui, oui, une créature qui te retient à Paris. »« Mais pas du tout. C'est ridicule de ta part d'avoir un pareil soupçon. » Et appelant à lui le peu de courage qu'il avait à sa disposition, il fit d'un air grave et solennel. « Eudoxie, il nous est impossible de partir demain au Japon. »« Pourquoi ? » Parce que j'ai lu dans un journal qu'une épidémie beriberi, apportée à Yokohama par des Noirs, venait d'y éclater et se propageait dans tout l'empire nippon avec une rapidité foudroyante. « Le beriberi » s'exclamait Eudoxie. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » ?»« C'est la maladie du sommeil. Il paraît qu'en moins de 8 jours, elle a fait plus de 500 000 victimes. »« C'est absurde !» indignait Eudoxie. « Il n'y a donc pas de médecins dans ce pays ? » ?»« Si, et même excellents, mais ils sont débordés. » « Alors, filons aux Indes ?»« Aux Indes ?» répéta Papillon, en feignant une subite épouvante. « Aux Indes ?» Qu'est-ce qu'il y a encore aux Indes ? Hippolyte, qui n'avait encore rien trouvé, fit pour gagner du temps. « Il s'y passe des choses effroyables. »« Quoi ? » ?»« Des choses qu'on n'ose pas écrire dans les journaux, et que je ne veux pas te répéter. Je veux tout savoir, tout. » Eh bien, annonnait péniblement le collectionneur. « Aux Indes, c'est la Révolution. Et on y massacre tous les Européens. Et en Amérique, il y a la grippe espagnole, et en Australie, le Corella morbus, et au Maroc. Au Maroc, mais tu n'y penses pas, ma chérie. Au Maroc, on y enlève chaque jour, jusque dans les hôtels, un grand nombre de Françaises, que l'on emmène dans le Rif pour servir d'esclaves aux favorites des chefs dissidents. Et en Algérie, il y a la fièvre afteuse. La fièvre afteuse ? Reguimbait la baronne. Je croyais qu'il n'y avait que les animaux à attraper ça. Papillon, qui faisait preuve d'une imagination qu'il ne se fût jamais soupçonnée, affirmait avec un sérieux imperturbable. C'est une erreur. Dans les pays chauds, elle se communique également aux gens. Elle prend alors le nom de fièvre de Malte. Alors, sursautait Eudoxie, il n'y a plus moyen d'aller nulle part. Puis tout à coup, elle saisit une idée subite. Et en Espagne ? En Espagne, malheureuse, se récriait Papillon. En Espagne, mais tu ignores donc que le gouvernement dictatorial vient de rétablir l'Inquisition ? Et après, comme nous appartenons à la religion protestante, nous serions immédiatement arrêtés, emprisonnés et peut-être brûlés vifs. En ce cas, il n'y a qu'à nous faire catholiques. Cela nous entraînerait à des formalités qui demanderaient un temps considérable. Si nous filions en Italie, s'entêtait la baronne, nettement décidée à passer en revue tous les pays du monde. En Italie, répéta le collectionneur en levant le bras au ciel. Mais malheureuse, tu n'y songes pas. Pourquoi ? C'est un très beau pays. Et Mussolini ? Mussolini ? Tous ceux qui l'ont approché disent que c'est un charmeur. Pour ses amis, mais pas pour ceux qui ne partagent pas ses idées. Comment, tu n'es pas fasciste ? Mais je ne suis rien du tout. Ça ne me regarde pas ce qui se passe en Italie. Eh bien... Seulement voilà, j'ai un de mes parents qui a écrit il y a quelque temps dans l'Impartial de Castelnaudary un article assez violent contre Mussolini Duce,
Article qui, étant donné l'influence de son auteur et l'importance de ce journal, n'a pas manqué d'être mis sous les yeux du dictateur. Si jamais il apprend que nous sommes les cousins de ce pamphlétaire, il nous fera certainement interdire la frontière et nous en serons pour nos frais de voyage. Madame Papillon s'obstinait. Il nous reste encore l'Angleterre, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne. Mon chou, je t'en supplie, implorait Papillon. Tenons-nous-en là pour aujourd'hui. Alors tu ne veux plus partir? J'ai une migraine atroce. Le fait est que l'effort cérébral auquel avait dû se livrer l'infortuné Hippolyte pour répondre à sa femme lui avait donné un mal de tête que révélait sa face congestionnée, ses yeux clignotants et ses paupières violacées. Mais son égoïste et poltronne moitié était beaucoup trop hanté par la crainte du fantôme pour accorder la plus légère pitié à son mari. Une migraine, prétexte pour n'en faire qu'à ta tête. Ma tête, s'écrie le baron, je voudrais bien en ce moment ne pas l'avoir sur mes épaules. D'abord, piaillait Madame Papillon, tu ne peux pas avoir mal à la tête, puisqu'il n'y a rien dedans. Je te jure, se montait l'amateur de bibelots, que je souffre atrocement. Ce n'est pas vrai. Laisse-moi au moins prendre un cachet d'aspirine. Prends-en tout un flacon, vociférait la baronne déchaînée, et puisque tu ne veux pas partir, eh bien, moi je m'en irai toute seule. C'est cela, conclut Hippolyte, sans chercher le moindrement à retenir son irascible femme, qui, tout en continuant à proférer des sons rauques et inarticulés, sortit un coup de vent du cabinet de travail. Demeuré seul, l'amateur de bibelots se prit le front à deux mains. Puis il grommela. « Oh oui, qu'elle s'en aille, qu'elle me fiche la paix, que je ne la vois plus jamais, jamais. » Puis il sonna son valet de chambre et lui ordonna de lui apporter un flacon de comprimé et un verre d'eau. Le calmant produisit son effet. Un quart d'heure après, le baron était entièrement soulagé. Alors il se mit à arpenter son bureau, tout en monologuant. Déjà, avant l'apparition de ce fantôme du Louvre, Eudoxie ne me rendait pas l'existence très facile. Elle a toujours eu un si mauvais caractère. Cependant, avec de la patience, c'était encore supportable. Mais depuis que ce maudit Belphégor a fait des siennes, cela devient intolérable. Ah, pourquoi Belphégor ne l'a-t-il pas emportée? Car j'en suis sûre, elle ne s'en ira pas sans moi. Que faire, mon Dieu, que faire? Jusqu'à l'heure du dîner, Papillon chercha vainement une solution, et lorsqu'il se retrouva à table en face de la baronne, il s'aperçut à son attitude que celle-ci non seulement n'avait pas désarmé, mais qu'elle était d'une humeur encore plus épouvantable. « Ça va être gentil, » se dit-il en déployant sa serviette. Il ne se trompait pas. Elle commença par trouver exécrable un potage exquis, que son mari savourait avec délice. Puis elle condamna avec une sévérité non moins implacable une timbale de homard à l'américaine, dont le fumet à lui seul garantissait l'exquise saveur. Papillon esquissa une timide protestation. « Mon chou, fit-il, je t'assure que cette timbale est délicieuse. »« Veux-tu que je te coiffe avec ?» menaça la terrible Eudoxie. Hippolyte n'insista pas et se contenta de piquer le nez dans son assiette. Quant à Madame Papillon, elle se leva en déclarant « Je vais mettre la clé à la porte. »« À quoi bon ?» murmura le collectionneur, « puisque tu pars demain. »« Alors, grinça Eudoxie, tu me renvoies. »« Non, mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais partir. »« J'ai voulu voir, » ripostait la baronne. « Jusqu'où irait ta muflerie ? Maintenant je suis fixée, tu ne m'aimes plus, et tu ne m'as jamais aimée. Et puisqu'il en est ainsi, je vais demander le divorce. Et puisque nous sommes mariés sous les régimes de la communauté, j'exigerai la vente de toutes nos collections. » À ces mots, Papillon se redressa, comme s'il eût été secoué par une décharge électrique. « Vendre les collections » s'écria-t-il en verdissant. « Ça jamais. J'aime mieux qu'on m'arrache les yeux et qu'on me coupe le nez, la langue et les oreilles. C'est à prendre ou à laisser. » Mais c'est de la folie, me priver de ces œuvres d'art, de ces meubles précieux, de ces toiles magnifiques, de ces tapisseries splendides qui sont l'orgueil et la joie de ma vie. Ça jamais. Nous verrons bien, et ce n'est pas tout. Que vas-tu exiger de moi? Nous mettrons aussi ton titre de baron en adjudication. Mais cela ne se fait pas, voyons. Tu l'as acheté, tu peux bien le vendre. C'est fou, c'est insensé, hurlait le baron. Et déchaîné à son tour hors de lui, emporté par une de ces colères de mouton enragé, Papillon s'élança vers sa femme, et la saisissant à la gorge, il fit l'écume aux lèvres. « Un mot de plus et je t'étrangle comme un poulet !»
Alors il se produisit un de ces phénomènes tels que Shakespeare en a introduit dans la mégère apprivoisée. Madame Papillon, sans chercher à se dégager, laissa retomber sa tête vers l'épaule de son tortionnaire, et d'une voix pâmée, elle fit « Mon loup, mon aimé, aie pitié de ta pauvre chère folle, qui t'adore et serait heureuse de mourir de ta main. » Papillon ahuri desserra son étreinte, qui d'ailleurs ne faisait courir aucun danger à sa femme, qui tomba aussitôt dans ses bras en balbutiant. « Pardonne-moi, j'étais stupide !» Et elle ajouta en enveloppant d'un regard énamouré l'amateur de bibelots, qui croyait rêver. « Dieu, que tu es beau quand tu es en colère !»« Eudoxie, c'est toi qui avais raison. Demain, au lieu de nous embarquer pour le Japon, nous nous en irons, ainsi que tu me l'avais proposé, nous enfermer dans notre château de Courteuil. Là, dans ces épaisses murailles, nous pourrons défier le fantôme et recommencer notre lune de miel. » Aussi touché par ce revirement inattendu qu'il avait été exaspéré par les menaces de sa femme, Papillon déposa sur le front brûlant d'Eudoxie l'habituel et classique baiser, grâce auquel il avait déjà si souvent réussi à arrêter les discussions qui menaçaient de devenir parfois orageuses. Et Eudoxie, l'entraînant vers la table, lui dit « Viens t'asseoir près de moi, mon Hippolyte. Viens, nous boirons dans le même verre, nous mangerons dans la même assiette. » « La timbale va être froide, » fit observer le gourmet qu'était le collectionneur. « Nous la réchaufferons de notre tendresse, » minauda Madame Papillon, en rendant avec usure à son mari le baiser qui avait mis le point final à cette querelle plutôt mouvementée. Le lendemain, dès la première heure, le baron et la baronne Papillon partaient en auto pour leur château de Courteuil. Qu'allaient-ils y rencontrer ?